Il y a bien longtemps existait un art martial fantastique, avec lequel on pouvait tuer un bœuf en un seul coup de poing. Plusieurs fois on essaya d'exploiter cet art martial fabuleux, d'abord dans la police, puis dans l'armée. À chaque fois il fut jugé trop dangereux et retiré. C'est alors même que l'on commençait à avoir peur de le voir disparaître, que l'on demanda à un grand maître de cet art martial d'écrire un livre afin que le savoir ne soit jamais perdu. Ce livre, le voilà. Il fut écrit par Jinshin Funakoshi. Puis nous avons eu la chance extraordinaire de le voir traduit en anglais par Tsutomu Oshima. Plus tard, le karaté fut bobotisé, avant d'être ridiculisé en étant transformé en sport de combat secondaire. Pourtant, même si, comme le dit le maître, le karaté s'accompagne d'une voie spirituelle, et peut être utilisé pour tailler son corps et rester en bonne santé, il ne se limite ni à l'un ni à l'autre, et reste avant tout un art pour tuer. Il n'a donc pas à vocation de se substituer à une quelconque forme de religion, et ne peut pas non plus être utilisé en compétition comme un sport. Des glandus prêts à parler à la place du maître, il y en a pléthore sur internet. Chacun peut créer sa vision du karaté, mais permettez-moi de vous offrir la vision d'un glandu qui a fait l'effort de se taper le manuel de base, et donc qui puise sa perception à la source. Ce qui fait du karaté une véritable arme, c'est sa capacité à porter des coups perforants sur des points vitaux. Afin de porter ses coups, il faut de la puissance, mais il faut aussi fermer son poing d'une façon qui permet d'avoir un maximum d'efficacité à l'impact sans se blesser. Nous avons comme première façon de fermer le poing Uraken, qui consiste à taper avec le dos de la main. Nous avons ensuite Ipponken en deux versions, une où on place le pouce en renfort sur l'index, et une où on avance seulement la phalange du majeur, et on serre avec le pouce. Il faut à chaque fois bien serrer le poing. Vous pouvez faire le tester vous-même et vous constaterez que lorsque vous mettez vos poings dans les positions que vous avez ici et celles qui suivront, les zones d'impact deviennent beaucoup plus dures. Ensuite vous avez Iraken, où vous allez taper avec les deux premières phalanges. Ensuite vous avez Nihonzuki et Ipponzuki. Nihonzuki qui est utilisé uniquement pour les yeux, et Ipponzuki qui peut être utilisé aussi sur des points vitaux mais plutôt pour les yeux. On explique dans le manuel que Ipponzuki doit être entraîné pour être utilisé, notamment en enfonçant son doigt dans du riz, et puis petit à petit dans des sacs contenant des systèmes de plus en plus visqueux, de plus en plus difficiles à pénétrer jusqu'à réussir à enfoncer son doigt dans de la terre directement. Ensuite vous avez Tsuki, le coup de poing de base. On doit faire en sorte que les 4 points dessinés sur l'image percutent en même temps sur l'obstacle. Et vous avez Tetsui. Tetsui où vous voyez que l'index est déplié par rapport aux autres doigts avant que le pouce se mette dessus. Si vous essayez cette position, vous verrez que la partie avec le trait qui sert d'impact devient beaucoup plus dure lorsqu'on place son doigt comme ça. Et enfin vous avez Shionzuki. Donc là, soit on tape avec le bout des doigts, soit on tape avec la ligne que vous avez en dessous. Shionzuki, il faut placer ses doigts de façon à incruster les intercalaires entre les phalanges entre chaque doigt, ce qui fait une forme de la main qui n'est pas tout à fait planaire mais un petit peu recourbée, et il faut tout serrer au maximum. Afin de percuter son ennemi, il faut être dans une position qui permet d'avoir les appuis suffisants pour déployer sa puissance. Mais pas seulement. Il faut aussi avoir une bonne mobilité pour avoir la vitesse suffisante pour atteindre son ennemi. Et encore, un dernier concept dont nous reparlerons, celui d'être capable de passer de l'état d'attaque à celui de la défense instantanément à tout moment, et celui d'être capable de passer de l'état de mouvement à celui de non-mouvement à tout instant pendant le combat. D'abord viennent deux positions de base, Eisoku Dashi, simplement debout, et Ashiji Dashi, debout avec les pieds un peu écartés. Ensuite vient la position d'attaque, Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi, vous avez une jambe fléchie et une jambe tendue. Votre poids est sur la jambe avant. Ensuite vous avez la position de défense par excellence, Kokutsu Dashi. Kokutsu Dashi c'est l'inverse. Votre pied est presque perpendiculaire par rapport à celui de devant. Votre poids est essentiellement placé sur la jambe arrière, mais votre jambe avant est fléchie. Ensuite vient la position de
Nekohashi Dashi. Nekohashi Dashi, l'idée ici, c'est d'être capable indépendamment de pouvoir soit aller vers l'avant, soit aller vers l'arrière. Ensuite, vous avez Kibadashi, avec les pieds parallèles et le poids placé au milieu. Ici, l'idée est d'avoir des appuis solides. Et enfin, vous avez Fudodashi, qui se situe quelque part entre Zenkutsudashi, la position d'attaque, et Kokutsudashi, la position de défense. C'est une position intermédiaire entre l'attaque et la défense. Dans un combat, on n'est jamais le seul à frapper. Le maître enseigne que dans le karaté, il n'est pas plus intéressant d'attaquer que de se défendre. Le karaté, pour gérer les attaques ennemies, utilise sa propre méthode, qui consiste soit à le blesser, soit à dévier son coup avant d'en placer un soi-même. Nous allons voir ces différentes techniques. D'abord, nous avons Tsukui-uke. Tsukui-uke, c'est rabattre le poing de son adversaire ou le pied vers l'intérieur avant de retourner son bras vers l'extérieur, de façon à lui faire perdre l'équilibre. Ensuite, nous avons Kakete. Kakete, c'est d'abord parer un coup avec son bras vers l'intérieur et ensuite utiliser son deuxième bras pour reparer une deuxième fois vers l'extérieur. L'idée, c'est que le premier bras à parer évalue la force du coup de façon à savoir quelle force mettre dans le deuxième bras. Ensuite, vous avez Tsukui-uke, qui peut mener avec une saisie à Ikite. Donc Tsukui-uke, on attrape le poing. Ikite, on tire l'adversaire et on lui met un coup de poing en pivotant avec l'autre bras en même temps. Ensuite, vous avez Araite, qui est celle que vous allez le plus travailler. Chasser le coup vers l'extérieur avec un coup de bras. Ensuite, vous avez Kakaete. Kakaete, c'est vous glisser sous le bras de votre ennemi et l'accrocher au moment où il frappe, de façon à le coincer et pouvoir lui frapper sur les côtés. Et vous avez enfin une dernière technique, Kakiwake, où en fait quand un adversaire vous saisit au niveau du kimono, vous écartez brutalement les bras pour décrocher ses deux bras. Et enfin, il y en avait une autre cachée, pour laquelle je n'ai pas d'image, qui est la Uchite. Uchite, l'idée c'est d'utiliser la technique de bras que vous aviez dans Kokutsu, les positions de jambes, pour frapper directement le bras de l'ennemi pendant qu'il vous frappe. Avec de l'entraînement, vous pouvez briser l'os, ce qui est extrêmement dissuasif en combat. Les coups de pied au karaté sont d'une puissance redoutable. Ils utilisent des effets de fouet et de déploiement rapide des membres. Nous avons par exemple le coup de pied frontal, Maegeri, qui utilise un effet fouet où on envoie d'abord le genou avant de déplier le pied. Nous avons ensuite Yokogeri, où le coup de pied est envoyé sur le côté. Notez qu'il en existe deux formes, Keage, où on en tape avec la jambe avant, et Kekomi, où on envoie d'abord la jambe vers l'arrière, avant de la lever pour ensuite frapper. Nous avons ensuite Ushirogeri, donc où on met un coup de pied derrière soi, qui est essentiellement utilisé contre les tibias et les testicules. Nous avons aussi ensuite Mawashigeri, qui est un coup de pied circulaire, où on utilise encore un effet fouet. Nous avons le coup où la jambe est envoyée par le côté, Ikazuki-geri, qui sert essentiellement à frapper dans l'épaule, l'estomac ou les testicules. Le pied fait une boucle pour venir par le côté. Ensuite, nous avons le coup de pied Fumikomi. L'idée de Fumikomi, c'est une espèce de Yokogeri, mais envoyé très bas, de façon à briser les genoux. Ensuite, nous avons Izatsushi. Izatsushi, on peut attraper la tête et l'éclater contre le genou. Izatsushi peut aussi être utilisé contre les testicules en envoyant directement le coup de genou. Ensuite, nous avons deux coups de pied sautés. Tobigeri, sauter pour
esquiver et enchaîner en l'air avec un coup de pied à la tête ou à la gorge. Et Nidangiri, sauter pour frapper les testicules ou l'estomac, puis enchaîner en l'air avec un coup dans la tête ou la gorge. Et enfin nous avons Namigaeshi. Namigaeshi, en fait c'est une parade, on lève le pied au niveau de ses couilles pour les protéger et on peut ensuite éventuellement réutiliser ce pied pour riposter dans un coup par exemple tel que Fumikomi. L'entraînement au karaté est soumis à 3 ambivalences. La première, c'est l'ambivalence précision-puissance. Lorsque l'on apprend un nouveau mouvement, si on veut le faire bien, avec précision, on ne peut pas mettre de la puissance au début. Et en même temps, si on veut pouvoir utiliser ce mouvement de façon à ce qu'il soit efficace, il faut qu'il soit puissant, donc il faut entraîner sa puissance. C'est pourquoi chaque mouvement doit d'abord être entraîné lentement, précisément, sans essayer de mettre de la puissance dedans, et seulement une fois que le mouvement est parfaitement maîtrisé en termes de précision, il faut essayer de l'entraîner en puissance. La deuxième ambivalence, c'est un peu celle que nous on appellerait l'ambivalence théorie-pratique. D'un côté, il faut savoir faire les mouvements vite et bien, avec de la puissance, il faut les entraîner, c'est la théorie, et de l'autre côté, il faut être capable de les placer en combat, c'est la pratique. Malheureusement, la pratique du combat entraîne souvent la perte de la qualité au niveau des techniques. C'est pourquoi le maître suggère que on travaille énormément les katas, dont nous allons parler plus tard, et qu'il faut faire attention aux jeunes qui ont tendance à oublier la technique lorsqu'ils commencent à faire beaucoup de combats. La troisième ambivalence, c'est celle du réalisme et des possibilités effectives. Le karaté, comme nous l'avons dit précédemment, est une arme qui peut être mortelle. Par conséquent, le pratiquer en situation réelle est impossible dans un cadre sportif ou de camaraderie. Il faut donc trouver des voies de façon à, en combat, avoir un contrôle suffisant pour ne pas blesser, parfois avec des blessures graves et définitives, son compagnon, et en même temps avoir d'autres moments où on va taper donc dans des sacs ou autres pour vraiment être en situation plus réelle de contact. L'entraînement du karaté se décompose donc en 3 types d'entraînements principaux. Les entraînements enchaînement de mouvements à faire et à refaire, donc les entraînements de base, dans lesquels on va trouver les exercices au poing, au pied, aux parades, mais essentiellement les exercices au poing dont le maître suggère qu'ils doivent être pratiqués tous les jours, alors que les autres exercices pourront s'espacer. On trouve aussi à l'intérieur tout ce qui est prise et autres techniques de combat. Ensuite, on a les katas, dont on avait discuté. Les katas, ce sont des enchaînements de mouvements à connaître par cœur et à refaire. D'abord, comme on le disait avant, de façon précise, et ensuite en y mettant de plus en plus de force au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Puis, il y a la troisième partie, c'est les entraînements au combat, où là, on en a plusieurs types. Notamment des exercices d'enchaînement à 2, puis des exercices où il y en a un qui attaque seulement et l'autre qui défend seulement, etc. Et bien sûr le combat classique où on a juste une rencontre et où le premier coup signe la fin du match. L'entraînement de base se compose de 6 techniques, mais aussi de techniques de pied. Et on peut y ajouter tous les entraînements que l'on peut récupérer dans des mouvements de kata, par exemple. Donc le premier et celui qui se pratique vraiment tous les jours, c'est l'entraînement au poing. L'entraînement au poing, donc vous êtes dans la position de l'image de gauche, et en fait, vous allez frapper avec votre autre poing. Lorsque le poing qui est armé, donc celui qui est derrière vers la ceinture, part devant, le poignet va pivoter pour se retrouver dans la position du poing qui est devant, la même position. C'est-à-dire que votre poing est à l'envers quand il est au niveau de votre hanche et il devient à l'endroit quand il est à la fin de sa course. Le mouvement s'accompagne donc d'un mouvement de hanche, c'est-à-dire que le poing qui est levé va se retrouver à la ceinture de l'autre côté, le poing qui est à la ceinture va se retrouver droit et la hanche va pivoter en même temps, ainsi que les poignets comme je viens de le dire. Ensuite, vous avez la garde Gedan Barai, qui sert à parer des coups qui sont envoyés plutôt en zone basse du corps.
Donc il s'agit d'armer son poing au niveau de son oreille, un peu en dessous, et ensuite de le faire descendre en glissant le long de son bras pour qu'il se retrouve à la position de l'image de droite. Ici donc on chasse le coup vers l'extérieur. Vous pouvez remarquer que l'autre bras est légèrement avancé dans l'image de gauche et lui va reculer à la ceinture au moment où la parade se fait avec l'autre bras. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube sur ces différents types de parades et d'exercices afin de mieux comprendre le mouvement. Ensuite vous avez Gyaku-Tsuki. Gyaku-Tsuki, en fait c'est pareil, c'est un coup de poing. Sauf que celui-ci c'est un coup de poing particulier. Vous voyez que sur l'image de gauche il est en position de défense, puis il va frapper avec son bras mais sans faire un pas. Il va juste passer de la position de défense à la position d'attaque en dirigeant son poids vers l'avant et envoyer son poing. Et vous avez un autre coup de poing qui est le Oizuki, et dans celui-ci par contre au moment où il frappe il fait un pas en avant. Ensuite vous avez Shudan Shuto Uke. Donc là c'est la fameuse parade qui sert à casser le bras. Donc vous voyez la position. Ici au moment où il va parer, donc en chassant vers l'extérieur toujours, et le bras qui est armé devient le bras qui part, et le bras qui part devient le bras qui est armé, comme pour tous les coups, il va faire un pas en arrière en même temps. Et enfin vous avez Jodan Hage Uke. Jodan Hage Uke, c'est la parade haute, c'est pour parer les coups qui se situent plutôt vers le haut du corps. Et donc là, je vous laisse regarder les images. En gros, vous allez avoir, donc dans ces cas-là, il fait un pas en avant. Vous allez avoir le bras qui est armé, qui va se plier et qui va partir vers le haut pour chasser vers le haut un coup qui est porté au niveau de la tête, par exemple. Et pendant ce temps-là, le poing qui est devant va venir se réarmer à la ceinture. Les katas sont la base du karaté. Le maître dit même que si il faudrait garder qu'une seule chose dans l'entraînement, ça serait les katas. C'est les katas qui forgent les mouvements, c'est les katas qui renseignent sur les techniques, et c'est les katas qui musclent par une pratique régulière. Les katas sont donc des enchaînements de mouvements, il en existe un très grand nombre, mais dans son ouvrage, le maître a choisi d'en garder une poignée qui nous présente. Leur pratique est soumise aux règles de l'entraînement classique, donc on commence par bien faire et ensuite on augmente la puissance et la vitesse de façon à augmenter son état physique. Des informations que j'ai pu glaner, pour bien préparer un kata, il faut au moins l'avoir fait 3000 fois. Pour vous en présenter seulement certains qui sont dans l'ouvrage, donc nous avons les 5 katas Heian. Heian qui veut dire la paix. Il faut comprendre cette paix sous le sens que si vous maîtrisez ces 5 katas, alors on vous foutra la paix. Ces katas sont un peu la base du karaté. Ensuite, vous avez Basai, qui veut dire d'une mauvaise position prendre l'avantage. Kwanku, qui nous vient des arts martiaux chinois, le corps suit l'esprit. Teki, qui contient 3 katas, qui permet de pratiquer la position Kibadashi. Angetsu, qui veut dire force, respiration. Jute, pour combattre 10 hommes. Ampi, attaquer, saisir, sauter. Gankaku, sur une jambe, car il y a beaucoup de positions qui sont sur une jambe. Jion, un kata qui vient d'un moine bouddhiste légendaire. Et Tenno Kata Omot, la base du coup avant et arrière. Moi, dans mon cas, je veux vraiment rester sur les bases. Et je pense que pour quelqu'un qui veut simplement apprendre à se défendre et devenir fort avec le karaté, ça suffit de se focaliser sur Heian. Les autres katas restent en plus pour de vrais karatékas chevronnés qui veulent aller au fond de cet art. Heian, ces katas sont composés donc de 5 katas. Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan et Heian Godan. Dans son ouvrage, le maître parle de 3 ans pour maîtriser chacun de ces katas, donc 15 ans pour maîtriser les bases du karaté. Je vous propose de vous passer ces 5 katas en vidéo que j'ai récupéré sur une chaîne YouTube, Shotokan Kataman.
l'une des ficelles qui fait l'efficacité du karaté en combat, c'est sa capacité à frapper très fort immédiatement après avoir fait une parade. Au karaté, on peut s'entraîner à faire suivre le coup juste après la parade de façon à terminer le combat le plus vite possible. Ça rejoint ainsi ce que disait le maître, comme quoi au karaté il n'y a pas d'avantage à attaquer plutôt qu'à défendre. A ce titre, nous allons voir les enchaînements de base Ten no Kataura, parade, riposte. Dans le premier enchaînement, on commence au moment où l'autre attaque par une parade basse, Gedan Barai, enchaînée par un Gyakuzuki. Dans le deuxième enchaînement, on a une parade moyenne ou un Sukui Uke qui est suivi immédiatement du Gyakuzuki. Dans le troisième enchaînement, la parade va être un Shudan Shuto Uke ou Uchite qui est immédiatement suivi encore du Gyakutsuki. Dans le quatrième enchaînement, on a une parade haute, Jodan Ageuke, suivi du Gyakutsuki. Le cinquième enchaînement est très similaire, sauf que au moment de la parade, on est en position d'attaque. Enfin, le dernier enchaînement est encore une parade moyenne, suivie d'un Gyakutsuki, mais ce coup-ci la parade moyenne est dirigée vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Ces répétitions de parade et d'attaque sont à entraîner encore et encore en s'alternant chacun son tour de façon à ce que la riposte devienne un réflexe juste après la parade. Nous avons aussi également les mêmes exercices que pour les poings mais avec les pieds, entraînant parade riposte ou coup préventif. Nous avons comme premier enchaînement une parade haute, Jodan Ageuke, suivie directement par un Maigiri. Ensuite nous avons une esquive suivie d'un Mawashigiri. Puis nous avons un Yokogiri préventif. Et un autre Yokogiri plus près, où on se penche pour éviter le coup. Vient ensuite l'enchaînement d'un Maigiri qui est esquivé par pivotage sur la jambe avant, éventuellement accompagné d'un genre de parade, suivi immédiatement après d'un Yakutsuki. Dans l'enchaînement suivant, chacun des opposants fait à son tour un Mawashigiri. Les deux images suivantes sont une interception d'un Mawashigiri. Le coup préventif peut être donné soit avec le poing gauche, soit avec le poing droit. Nous allons maintenant parler des prises. Dans le manuel, on en trouve 9. Sakatsushi commence par une parade haute, avant d'attraper son adversaire pour le faire tourner et lui mettre la tête en bas. Nous avons ensuite Byobu Daoshi, où l'adversaire est paré par une parade haute, et où ensuite le défendant va pivoter sur sa jambe avant, glisser sa jambe arrière entre les jambes de son adversaire et le pousser avec l'autre main sous le menton. Nous avons ensuite Komanage, qui consiste à attraper le poing de son adversaire avant de placer sa main sur son épaule tout en tournant son poignet pour le faire basculer sur le côté. Udewa, qui s'apparente plus ou moins à un plaquage suite à une parade haute. Kubiwa, qui consiste après une parade haute à baisser le bras de son adversaire et toujours avec le même bras le frapper sous le menton et le pousser pour le faire basculer vers l'arrière, éventuellement en avançant sa jambe avant pour le faire basculer au-dessus. Takawaguroma, qui consiste à parer le coup en tapant dessus, puis avec le même bras en s'avançant, saisir le col de son adversaire pour ensuite le tirer. Nous avons ensuite Yaridama. Dans cette situation, après avoir paré le coup, on se glisse entre les jambes de l'adversaire pour pouvoir le frapper ou l'attraper tout en tenant le bras qui attaquait avec le bras du côté opposé afin de pouvoir le jeter vers le côté. Nous avons ensuite Tsubame Gaeshi. Dans ce cas, on fait une parade haute telle qu'on la voit dans les katas avec les deux mains. Puis on frappe l'adversaire, éventuellement avec un Huraken, avant de tirer son bras pour l'entraîner au sol, où là on pourra l'immobiliser en lui tenant le bras. Ensuite, on a Taniotoshi,
où, suite à une parade, on saisit le bras afin de se retourner pour le faire passer l'adversaire par-dessus en le tirant par ce même bras. Une fois plaqué au sol, on pourra le maintenir toujours par ce même bras. On a ici Iai, ce qui me semble être l'équivalent de la lutte mais pour le karaté. Donc Iai, c'est le combat au sol. D'abord, nous avons une technique dans laquelle un coup de pied préventif est placé au moment où l'adversaire va donner un coup de poing. Ensuite, on a le cas où, alors que l'adversaire nous attrape par le bras, on lui met une tarte avec l'autre bras, si je puis dire. Nous avons ensuite le cas où l'adversaire vous tient avec ses deux mains par les bras, dans lesquels vous vous placez à genoux sur le côté afin de le faire basculer. Nous avons ensuite le cas où, suite à une parade haute, on saisit le bras de l'adversaire et on le fait pivoter sur le côté en appuyant sur son épaule, qui fait penser à une autre prise. Vous voyez par la suite qu'il en existe une autre version dans laquelle, au lieu de faire partir l'adversaire sur le ventre, on le fait basculer pour qu'il se retrouve sur le dos, donc vers l'extérieur. Vous avez ensuite une présentation du cas dans lequel l'adversaire vous tient par derrière avec ses deux bras, sur une possibilité pour s'en dégager en lui plaçant un coup de coude. Ensuite, nous avons le cas d'un coup de pied circulaire préventif type Magawashigiri. Sambon Gumite, il s'agit d'un exercice pour s'entraîner au combat. Dans la première étape, donc les deux compagnons se mettent face à face. L'un annonce d'avance 3 coups qu'il va faire et l'autre prépare ses troisième parades. Il fait ses 3 coups, les autres les parent une par une et à la troisième, celui qui défend riposte. Cette série recommence encore et encore jusqu'à ce qu'une troisième personne dise Yame. À ce moment-là, les deux doivent se remettre debout face à face et se fixent dans les yeux jusqu'à ce que cette troisième personne dise Yasume. Ensuite, l'attaquant devient le défendant et vice-versa. Au bout d'un certain temps, on change de mode, il y en a un qui attaque tout le temps et l'autre qui défend tout le temps dans une espèce de combat libre. Celui qui attaque tout le temps doit attaquer avec comme objectif de ne pas laisser le temps à l'autre de pouvoir riposter, d'avoir le temps de riposter, et celui qui défend doit parer avec comme objectif être assez rapide pour réussir à riposter. Ippon Gumite, c'est un exercice dans lequel l'attaquant attaque une fois sans préciser l'endroit où il va attaquer et le défenseur doit se défendre tout en restant dans une zone de combat définie. L'expérience se reproduit plusieurs fois, puis en échange, l'attaquant devient le défenseur et le défenseur devient l'attaquant. Il est possible de pratiquer le combat en karaté dans un genre de simulation, à condition de respecter certaines règles. Il faut avoir un très bon contrôle et notamment savoir arrêter son poing à 1 ou 2 cm de la cible ou simplement toucher son habit sans le frapper. Au début du combat, les deux partenaires se saluent. À l'instruction du maître Hajime, le combat commence. Lorsque un des adversaires a réussi à placer un coup de poing sur l'autre, le combat s'arrête. La manche du combat s'arrête avec l'instruction du maître Yame. On fait le bilan et on repart sur une nouvelle manche. À la fin du combat, les deux partenaires se resaluent. Le maître donne les conseils suivants pour permettre aux femmes d'éviter d'être agressées ou pouvoir se défendre. Conseil numéro 1, évitez de sortir seul la nuit. Conseil numéro 2, si vous devez rentrer chez vous la nuit et que vous êtes seul, faites un détour pour éviter les quartiers malfamés. Conseil numéro 3, si vous remarquez que vous êtes suivi ou que vous allez être agressé, tapez à n'importe quelle porte et demandez à entrer. Ne soyez pas timide, cela peut vous sauver. Conseil numéro 4, si malgré toutes ces précautions vous vous retrouvez acculé, essayez de rester naturel, quitte à avoir l'air faible, attendez que votre assaillant se rapproche et d'un seul coup, au dernier moment, frappez de toutes vos forces sur un des points vitaux qui vous est les plus accessibles. Vous n'avez pas le droit à l'erreur car en cas d'erreur, votre adversaire deviendrait encore plus agressif, ce qui peut s'avérer dangereux.
Une fois que vous l'avez atteint sur ces points vitaux, vous pouvez partir en courant. Au karaté, on distingue des points considérés comme vitaux dont un choc tue et des points considérés comme vitaux sur lesquels un choc mènera à l'inconscience. Mais en réalité, ces limites sont floues et certains points qui sont considérés comme menant à l'inconscience, si on frappe suffisamment fort dessus, mènent à la mort par hémorragie interne. Nous allons maintenant voir ces différents points. On observe que les seuls points vraiment mortels se situent sur le dessus du crâne. Le premier, le point numéro 1, à la suture coronale, qui est une jonction entre deux os du crâne, sur lesquels un choc provoque un trauma et une épilepsie. Un peu plus bas, vous avez la frontale fontanelle, avec un trauma et une commotion cérébrale. Ensuite, vous avez un certain nombre de points sur la tête qui mènent plutôt à l'inconscience, mais à chaque fois, on a quand même des dégâts assez importants. Par exemple, au niveau des tempes, cela engendre un trauma, une perte de fonction motrice et sensorielle. On a le haut et le bas des orbites des yeux qui mènent à un trauma et une perte de contrôle nerveux. On a les points numéro 6, donc le glabella qui mène à un trauma des nerfs, les yeux qui mènent à un trauma des nerfs et à de l'épilepsie. On a la suture intermaxillaire, point numéro 7, entre le nez et la bouche qui mène à un trauma des nerfs. On a de part et d'autre de la bouche le centre mâchoire inférieur qui mène à un trauma des nerfs. Ensuite, on a des points de vulnérabilité au niveau... excusez-moi. On a aussi le menton, point numéro 9, la base des mandibules, bulle qui mène à une commotion. Et le menton, supraclavicular fossa, trauma artériel et nerf sublingual. Non, ça c'est autre chose. Ok. Ensuite, on a pas mal de points au niveau du cou. Alors le point numéro 30, on le verra plus tard, on a un mannequin en dessous qui est de dos. Mais sinon, sur la partie avant, on a les côtés du cou qui mènent à un trauma de la carotide et du nerf pneumogastrique. Donc sachez que souvent ça agit aussi sur des nerfs. Tout n'est pas mis dans cette feuille, le manuel est beaucoup plus détaillé, je vous renvoie vers lui si vous voulez plus de détails. On a donc les points 11 qui sont la supraclavicular fossa qui mène à des traumas artériels du nerf sublingual. Et c'est tout à peu près. Ensuite, on voit que on arrive au niveau du corps, donc le point numéro 12, on a le creux supraternal qui mène à un blocage du tube de la respiration. On a un petit peu plus bas le point numéro 13, la sous-jointure mandiburum et sternum qui mène à un trauma du cœur, des poumons et des artères qui vont avec. Et encore un petit peu plus bas, le point numéro 15, on a le plexus solaire qui mène à un trauma du foie et de l'estomac. On a aussi des points donc sous les bras, le point 17, entre la 4e intercostale subaxillary qui mène à un trauma des poumons. Et ensuite, vous voyez, on a une espèce de rond autour du ventre. Donc si on prend le point gauche 18, en fait on a, ou est droite d'ailleurs, entre la 5e et la 6e côte donc intercostale, sous le téton, qui mène à un trauma des poumons. Ensuite les points qu'on a en dessous, les points 19, donc là en fonction du côté où on tape, c'est pas les mêmes effets. Donc c'est au niveau de l'abdomen hypochondriaque à la 7e intercostale. Donc là ça provoque des traumas à gauche de l'estomac, de la rate, du cœur et des poumons, et à droite du foie. Ensuite si on va un petit peu plus bas, donc point numéro 20, donc là c'est à l'abdomen, au niveau de la 11e intercostale, c'est la même chose que au niveau du 19, donc à gauche l'estomac, rate, poumon, cœur, et à droite le foie. Et enfin on a un point juste sous le nombril, 3 cm sous le nombril, trauma du petit intestin et de la vessie. Et si on descend encore plus bas, on arrive au niveau des couilles, donc là c'est les testicules qui engendrent un trauma nerveux et artériel. Après sur les côtés de part et d'autre des couilles, donc là on commence à avoir des points où en fait ça provoque des douleurs et des troubles nerveux tellement forts qu'on peut plus bouger.
Donc là on a lingual, trauma des artères et nerfs, donc là ça engendre des troubles nerveux. Mais si on revient aussi au bras, au niveau des poignets, donc point 21, on a l'intérieur du poignet qui permet d'avoir une atteinte du nerf entre la brachioradialis et le muscle des doigts, qui engendre une forte douleur avec des douleurs irradiantes qui mènent à des troubles nerveux. Et sinon on a le point 37, j'ai l'impression qu'on verra plus tard. Au niveau des jambes, point numéro 24, on a le milieu du muscle vastus latéral qui engendre une sorte de crampe avec une très forte douleur et des troubles nerveux. On a au niveau du tibia le point 28, fibula, milieu trauma nerf, fibula au milieu du fibula pardon, donc trauma du nerf fibulaire avec une perte de posture. On a au niveau des pieds, donc les points 25 et 26, donc médial malléolus juste en dessous, un trauma artériel et des troubles nerveux, et sur le dessus du pied, point 26, donc le dessus du pied médian entre le tendon du pouce et de l'index, on peut faire un trauma artériel et nerveux. On a aussi le point numéro 27, donc le dessus du pied médian entre le 4e et le 5e métastaral, qui peut permettre de faire aussi un trauma artériel et nerveux. Si maintenant on regarde notre personnage de dos, vous voyez qu'il ne faut pas non plus se trouver dos face à son adversaire. On a sur les côtés de la tête, donc point numéro 30, le creux derrière l'oreille entre le mastoïde et la joue basse, qui engendre un trauma nerveux et de la moelle épinière. On a au niveau de la nuque, point 31, entre la 3e intervertébrale, un trauma cérébral et de la moelle épinière. Ensuite, on peut descendre encore entre les omoplates, donc avec les points 32 et 33. 32 entre les omoplates 3e intercostale, ça engendre un trauma des poumons et de la moelle épinière. 33 donc au milieu, vraiment plutôt vers le bas, entre la 5e et la 6e vertèbre, donc intervertébrale thoracique. On a un trauma de la moelle épinière, de l'aorte, du cœur et des poumons. Si on descend encore, donc on arrive au niveau des points 34, des deux côtés, donc de la 9e et de la 7e vertèbre thoracique, qui engendre un trauma des reins, de la moelle épinière, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Au niveau des fesses, donc on a le point numéro 36 au milieu, donc là c'est le coccyx, trauma de la moelle épinière et cerveau. Ensuite, si on veut continuer à descendre, on a de chaque côté des fesses, on a milieu du haut de la cuisse, trauma du nerf sciatique. Au niveau des mollets, partie basse du muscle solaire, trauma artériel et nerf du tibia. Et maintenant, il ne nous reste plus que les parties du bras et de la main. Donc on va commencer à la main avec les points numéro 22, entre le pouce et l'index, ou majeur et annulaire dessus de la main, forte douleur et des perturbations nerveuses, donc là c'est des douleurs irradiantes. Au-dessus du poignet, entre le radius et l'ulna, trauma du nerf médian. Ensuite au niveau du bras, donc si quand on arrive vers le coude, le point numéro 37, côté du coude, trauma du nerf cubitus. Ensuite si on remonte encore au niveau des triceps, point numéro 36, milieu entre biceps et triceps, trauma, nerf cubitus et médian et des vaisseaux sanguins. Comme vous voyez, il y a pas mal de points où on peut faire des dégâts importants qui vont aller jusqu'à neutraliser l'ennemi par de fortes douleurs, lui faire perdre conscience ou simplement détruire son système nerveux ou artériel, avec toutes les conséquences qui vont avec, hémorragie interne, etc. Voire paralysie à long terme, des douleurs qui restent, etc. Afin d'être vraiment efficace sur ces points, il faut être précis, s'entraîner à taper au niveau de ces points. On peut mettre des billes par exemple sur un mannequin, puis on sent les billes quand on tape. Et il faut aussi avoir suffisamment de puissance pour que l'action soit efficace au niveau de ces points. Taper assez fort pour que ce soit efficace. Mais normalement, par définition, les points vitaux sont les points où les coups portés sont les plus efficaces, c'est-à-dire où on a un maximum de dégâts et de potentiel de neutralisation avec un minimum d'effort.